Marie-Antoinette est aujourd'hui surtout connue pour son exécution pendant la Révolution française, et depuis, elle est devenue synonyme de fracture sociale, d'extravagance royale et d'indifférence à la pauvreté en France. L'histoire de ses enfants et de sa famille est moins connue. Rejoignez-moi pour découvrir ce qui leur est arrivé. Il est bien connu que le roi Louis XVI et sa femme, la reine Marie-Antoinette, ont été déposés et exécutés au début des années 1790. Dans le cadre de la Révolution française, ce qu'on remarque moins souvent, c'est le rôle résiduel que la maison de Bourbon, la famille royale française dont Louis était issu, a continué de jouer dans la politique française au cours du XIXe siècle. En effet, l'un des enfants de Louis et de Marie est même brièvement devenue reine de France elle-même en 1830. Marie-Thérèse Charlotte était l'aînée des enfants de Louis et de Marie. Elle est née le 19 décembre 1778 au Palais Royal de Versailles, près de Paris. Elle eut 3 frères et sœurs après, mais tous vécurent tragiquement peu de temps. Louis-Joseph est né en 1781, mais il est mort de la tuberculose en 1789, alors qu'il n'avait que 7 ans. La même maladie avait déjà emporté la seule sœur de Marie, Sophie Hélène, en 1787, alors qu'elle n'avait même pas 1 an. Le dernier frère, Louis-Charles, est né en 1785 et, comme nous le verrons, devait jouer un rôle dans les événements tumultueux qui ont suivi la Révolution française de 1789. L'enfance de Marie s'est déroulée entourée du faste et de la formalité de la cour royale de Versailles. Elle a été élevée par une série de gouvernantes dont la plus proche confidente de sa mère, Yolande de Polastre, duchesse de Polignac. Contrairement à la perception populaire, sa mère Marie-Antoinette n'était pas une écervelée dépensière indifférente au bien-être des citoyens français, mais elle a tenté d'inculquer à sa fille les vertus de la charité. Néanmoins, des troubles couverts dans toute la France, et en particulier parmi la population grandissante de Paris. Une série de mauvaises récoltes et de crises économiques dans tout le pays, dans les années 1780, avait considérablement déstabilisé la France et tout cela allait bientôt éclater. En 1789, dans le but d'apaiser la crise financière, Louis XVI accepta de convoquer une réunion des États généraux, le Parlement français. Cela ne s'était pas réuni depuis plus d'1 siècle et demi, mais était désormais nécessaire afin de voter une importante aide financière au monarque, grâce auquel l'effondrement économique imminent de l'État français pouvait être évité. Louis, pour sa part, pensait qu'il pouvait accorder quelques petites concessions au Parlement, après quoi il le dissoudrait et reviendrait à un pouvoir autocratique depuis Versailles. Il se trompait dans cette supposition. À l'été 1789, après la première réunion des États, le roi et ses ministres perdirent rapidement le contrôle de la situation. Le Parlement commença bientôt à s'emparer du pouvoir politique et ramena le siège du gouvernement à Paris même. La prise d'assaut de la prison de la Bastille dans la ville, le 14 juillet 1789 par une foule parisienne, fut un moment culminant de la Révolution française, montrant à quel point Louis avait été marginalisé dans la gouvernance de son propre pays. Les membres de la cour royale commencèrent alors à fuir la France. Puis, au début du mois d'octobre, un grand groupe de citoyens parisiens se présenta à Versailles et força le roi, la reine et leurs 2 enfants survivants à déménager à Paris. Ils allèrent repasser l'année et demie suivante au palais des Tuileries, dans la capitale française, avant qu'une tentative mal avisée de fuir la France en juin 1791 ne soit un échec. Ce qui entraîna une détérioration des relations entre le roi, la reine et le gouvernement révolutionnaire. Finalement, en août 1792, Louis fut déposé. Par la suite, il fut jugé et exécuté par la guillotine le 21 janvier 1793. La mère de Marie connut bientôt un sort similaire en octobre 1793. Ainsi, à la fin de 1793, Marie-Thérèse était effectivement orpheline, détenue à Paris par un gouvernement révolutionnaire hostile.
Elle et son jeune frère, Louis-Charles, restaient détenus dans des lieux séparés. Finalement, Louise est mort le 8 juin 1795. Cela, comme pour leurs frères et leurs sœurs décédés, était aussi presque certainement dû à la tuberculose. Mais une autopsie réalisée dans les jours qui ont suivi sa mort a révélé des signes de blessures physiques. Et le garçon, qui n'avait que 10 ans lorsqu'il était mort, avait manifestement été maltraité en captivité. Louis-Charles est décédé alors que la période la plus violente et extrême de la Révolution française touchait à sa fin. Une administration plus clémente a finalement accordé à Marie-Thérèse la permission de quitter la France en décembre 1795, juste avant son 17e anniversaire. Elle allait maintenant se rendre à Vienne pour vivre en exil à la cour de ses cousins autrichiens, tandis que sa mère, Marie-Antoinette, était née dans la famille royale autrichienne des Habsbourg. Marie est arrivée à Vienne dans les premiers jours de 1796. Elle fut la seule membre de la famille royale des Bourbons à survivre à une longue période de détention par le gouvernement révolutionnaire français dans la première moitié des années 1790. Peu de temps après, elle fut transférée en Courlande, dans l'actuelle Lettonie, où son oncle, le frère de Louis XVI, Louis Stanislas, s'était installé, se proclamant roi Louis XVIII de France. Le roi autoproclamé souhaitait que Marie épouse Louis-Antoine, le fils de Charles-Philippe, un autre frère de Louis XVI. Bien qu'il soit le cousin germain, Marie accepta l'union et le couple se maria le 10 juin 1799 au palais de Jelgava, en Lettonie. Marie et Louis-Antoine se sont ensuite installés en Grande-Bretagne. Ici, ils auraient très bien pu vivre une longue vie en exil confortable, mais finalement, les événements survenus en France allaient une fois de plus bouleverser radicalement le cours de la vie de Marie. À la fin des années 1790, la République française s'était progressivement transformée en une dictature militaire dirigée par le général Napoléon Bonaparte. Finalement, en 1803, ce commandant militaire corse se proclama empereur de France. Des années de guerre suivirent, au cours desquelles Napoléon conquit d'abord la majeure partie de l'Europe, puis la perdit entièrement, ayant commis l'erreur d'essayer d'envahir la Russie. Lorsqu'il fut contraint d'abdiquer pour la première fois, en 1814, ce fut le signal pour les Bourbons de revenir dans leur patrie. L'oncle de Marie, Louis XVIII, reprit alors la monarchie de France. Et malgré un bref retour au pouvoir de Napoléon en 1815, la restauration des Bourbons allait s'avérer durable. Il gouvernerait le pays de ses ancêtres jusqu'en 1824. Lorsque Louis XVIII mourut le 16 septembre 1824, il fut remplacé par son frère Charles-Philippe, qui devint le roi Charles X de France. En tant que frère de Louis XVI, le nouveau monarque était à la fois l'oncle de Marie et son beau-père. Son fils aîné était le mari de Marie, Louis-Antoine. Ainsi, 30 ans après que ses parents aient été exécutés au plus fort de la Révolution française, Marie se retrouvait maintenant mariée à l'héritier apparent du trône de France. Le nouveau monarque Charles X était profondément impopulaire dans la seconde moitié des années 1820. Fervent royaliste, il a aliéné une large partie de la société française par ses efforts pour rétablir une aristocratie française forte et son soutien à l'Église catholique romaine. Toutes ces mesures rappelèrent trop au peuple français le règne absolutiste de son frère aîné, environ 20 ans avant la Révolution de 1789. Beaucoup des vies d'Antoli dont nous parlons sur cette chaîne ont été façonnées par l'instabilité politique, l'instabilité financière et ce genre d'incertitude qui laissait aux gens très peu de contrôle sur leur avenir. En ce qui concerne l'argent, je préfère les approches structurées, surtout lorsqu'il s'agit d'investir, parce que la vérité, c'est que l'incertitude influence encore les choix que les gens font aujourd'hui. Des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement, et ce n'est pas difficile à comprendre. Sur le marché boursier, on vous demande constamment d'acheter, de vendre, d'attendre et de réagir. C'est pourquoi j'ai commencé à chercher une autre façon d'investir, une méthode qui ne nécessitait pas de surveiller le marché toute la journée. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos.
Avec Mintos, je peux investir dans des prêts et gagner des intérêts. Au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire, le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance. Les paiements peuvent arriver chaque jour comme un revenu passif, rendant le processus plus stable et facile à suivre. Je peux aussi filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et pour une approche encore plus simple, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Les rendements moyens sur les prêts sont d'environ 11%. Et pour quiconque cherche un revenu passif, c'est un chiffre très élevé. Mintos opère depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Utilisez le lien dans la description ou scannez le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise, et en plus un bonus. Ne le manquez pas et bonne chance. Charles a riposté contre son opposition en lançant une guerre coloniale en Algérie afin de renforcer le soutien à son règne dans le pays, mais il a fini par aller trop loin dans ses tendances absolutistes. L'étincelle qui a conduit à sa destitution fut l'adoption d'une série de lois, en juillet 1830. Les ordonnances de juillet, comme on les a appelées, ont dissous le Parlement français, limité les droits de vote dans le pays et tenté de censurer la presse. En quelques jours, des émeutes généralisées contre son règne se sont propagées dans toute la France. C'est ce qu'on appelle la Révolution de juillet de 1830 qui a conduit à l'épisode où Marie fut brièvement reine de France. Se rendant compte que sa situation était sans espoir, le 2 août, Charles X a abdiqué en faveur de son fils, le mari de Marie, Louis-Antoine. Pourtant, les chances de Louis d'apaiser le mécontentement dans toute la France n'étaient pas meilleures que celles de son père, bien qu'on pense que Marie l'ait encouragé à accepter la position de roi de France. Il hésita à cette idée, et 21 minutes après que Charles d'As eut abdiqué, Louis-Antoine à son tour renonça à ses droits au trône en faveur de son jeune frère, Henri, un garçon de 9 ans qu'il espérait voir devenir un candidat de consensus pour devenir le nouveau monarque. La conséquence de ces événements le 2 août 1830 fut que, pendant 20 minutes, entre l'abdication de Charles X et la propre renonciation de Louis-Antoine à la couronne, Louis régna théoriquement en tant que roi Louis XIX de France. Pendant ces mêmes 20 minutes, Marie-Thérèse, la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette, fut également brièvement reine de France. La résolution finale de la crise de succession eut lieu une semaine plus tard, le 9 août. La Chambre des députés française, ou Parlement, décida que le jeune Henri était un candidat inacceptable. Et à la place, ils offrirent le trône à Louis-Philippe, un membre de la maison de Bourbon, mais dont le père, Louis-Philippe, duc d'Orléans, avait soutenu la Révolution française. Ainsi, Louis-Philippe avait l'avantage d'être à la fois un prince de sang royal, mais aussi doté de solides références républicaines. Il accepta le trône le 9 août 1830 et resta Louis-Philippe Ier pendant 18 ans, dans ce qui allait ensuite être appelé la monarchie de Juillet. Après la révolte de 1830 qu'il a portée au pouvoir, après son bref passage en tant que reine de France et l'accession au trône de Louis-Philippe Ier, Marie-Thérèse et sa famille élargie, y compris son mari et le roi déchu Charles X, sont partis en exil, craignant des violences s'ils restèrent en France. Le 16 août 1830, ils quittèrent le port de Cherbourg pour le Royaume-Uni, mais ils furent reçus froidement en Angleterre, un pays ayant une longue histoire de conflits avec la monarchie française. En conséquence, ils se sont rapidement réinstallés plus au nord, dans la capitale écossaise d'Édimbourg, où Marie et Louis avaient vécu quelque temps après leur mariage, 30 ans plus tôt. Ils y resteraient un peu plus de 2 ans. À la fin de 1832, l'empereur François Ier d'Autriche invita les Bourbons exilés à résider dans l'Empire d'Europe centrale, d'où la mère de Marie était originaire. Profitant de ce changement de fortune, l'ancienne famille royale s'installa au château de Prague, en Bohême, mais en 1835, elle déménagea de nouveau à Gorizia. C'est aujourd'hui en Slovénie, mais à l'époque cela faisait partie de l'Autriche.
Peu de temps après leur arrivée sur la côte méditerranéenne, l'oncle de Marie, Charles, contracta le choléra et mourut le 6 novembre 1836. Ces dernières années se sont déroulées dans une relative obscurité, surtout si on les compare aux mésaventures et aux bouleversements de sa vie antérieure dans les années 1790 et les années 1820. Son mari est décédé en 1844, après quoi elle s'est à nouveau installée en périphérie de Vienne. Marie vivrait assez longtemps pour voir une nouvelle rébellion déferler sur la France. Cela faisait partie d'un ensemble plus large de soulèvements populaires européens en 1848, réclamant une libéralisation de la gouvernance du continent. En France, cela s'est manifesté par la déposition de Louis-Philippe et la proclamation de la Deuxième République française. Cela allait s'avérer de courte durée et, en 1852, Louis-Napoléon Bonaparte, un neveu du grand général qui avait conquis la majeure partie de l'Europe 40 ans plus tôt, se proclama chef du Second Empire français. Cependant, Marie est décédée plusieurs semaines avant l'ascension de Napoléon III comme empereur en 1852. Le 19 octobre 1851, elle était morte d'une pneumonie à l'âge de 72 ans. Exilée à plusieurs reprises de France tout au long de sa vie, il est peut-être approprié qu'elle soit enterrée à Gorizia avec son oncle et son mari. Sa pierre tombale porte l'inscription « Reine douairière de France » en souvenir du fait que l'aînée de Louis XVI et de Marie-Antoinette a brièvement régné elle-même comme reine de France. Pendant seulement 20 minutes en 1830, voyons maintenant plus en détail ce qui est arrivé à ses enfants adoptifs. Marie-Philippine Lambriquet est née à Versailles le 31 juillet 1778. Elle a été nommée d'après sa mère, qui est devenue femme de chambre de la fille du roi Louis XVI, Madame Royale, et son père Jacques était valet de Madame Élisabeth, la sœur du roi. Elle avait 2 sœurs qui sont mortes en bas âge et un frère cadet, Auguste, dont le destin reste inconnu. Enfant, ses journées auraient été remplies à aider ses parents, à s'occuper de son frère, à tenir la maison et à jouer avec les enfants de la ville de Versailles. Il est très probable qu'elle ait grandi dans la Grande Commune, le bâtiment réservé aux domestiques à Versailles, mais elle s'est fait une amie remarquable. D'une manière ou d'une autre, elle s'est liée d'amitié avec Marie-Thérèse Charlotte, Madame Royale, l'aînée de Marie-Antoinette et de Louis XVI. Ses compagnes de jeu s'entendaient si bien qu'après la mort de sa mère, Marie-Philippine fut recueillie par la reine comme camarade de jeu. Madame Royale, ou Charlotte, comme l'appelaient ses proches, avait été une enfant fière et têtue. Et Marie-Antoinette espérait qu'en la mettant avec la fille de la servante, cela lui apprendrait l'humilité et lui ferait prendre conscience de ses privilèges. Et d'après tous les témoignages, cela a fonctionné. 7 mois après la mort de sa mère, Marie-Philippine a été officiellement adoptée par le roi et la reine au sein de la famille royale, mais son frère Auguste ne l'a pas été. De plus, bien que le roi lui ait accordé une pension de 12 000 livres, soit près de 100 000 $ en 2015, elle ne reçut aucun titre, et le grand public ne la connut jamais comme une fille de France. Il y avait plusieurs raisons à cette adoption, notamment enseigner à Charlotte de bonnes valeurs, ainsi que résoudre la solitude de Charlotte, puisqu'elle n'avait ni sœur survivante ni cousine. Marie-Antoinette elle-même avait été extrêmement proche de sa sœur Charlotte, dont Charlotte portait le nom avant qu'elle ne soit d'en séparer de force, et il est possible que la reine ait souhaité la même chose pour sa fille. De plus, elle avait perdu une petite fille l'année précédant l'adoption d'Ernestine, donc d'une certaine manière, elle remplaçait sa fille perdue. Marie-Antoinette renomma officiellement Marie-Philippine Ernestine après son adoption, peut-être d'après le personnage principal du livre de 1765, L'histoire des Népines de Marie-Jeanne Riccoboni. Ernestine n'était pas le premier enfant adopté par le roi et la reine. Plus de 10 ans plus tôt, la reine avait failli écraser un pauvre garçon de 5 ans. La reine arrêta sa calèche juste à temps et fut tellement ravie par le garçon qu'elle adopta l'orphelin.
Lui-même n'était pas très enthousiaste à cette idée et il dut être arraché de force à sa grand-mère, qui savait que la reine pouvait offrir à lui et à ses frères et sœurs une vie meilleure. Elle donna de l'argent à ses 2 sœurs et employa son frère dans l'orchestre de la cour. Le garçon, comme Ernestine, passa du nom de François-Michel Gagné à celui d'Armand, d'après le fils de la duchesse de Polignac. Marie-Antoinette a probablement adopté Armand parce qu'elle-même n'avait pas réussi à avoir d'enfants et était très impopulaire pour ne pas avoir donné d'héritiers à la France. Cependant, quelques années plus tard, elle donnerait naissance à un héritier, un fils nommé Joseph, suivi d'un autre garçon, Charles. C'est cela, ainsi que son adoption forcée, qui l'a poussé à devenir rancunier envers la monarchie et ses parents adoptifs. Lorsque la Révolution française éclata, il s'enfuit et rejoignit les révolutionnaires, trahissant ainsi ses parents adoptifs. En dehors d'Armand, Ernestine partageait sa vie avec ses nouveaux frères et sœurs adoptifs, Charlotte, Joseph et Charles. Charlotte et Ernestine se ressemblent tellement que de nombreux dignitaires étrangers pensaient qu'elles étaient jumelles. Elles passaient tout leur temps ensemble. Elles partageaient une chambre, étaient traitées de la même façon par les domestiques et recevaient de la même éducation en langue, histoire, musique, danse, conversation, mathématiques et géographie. Les courtisans, en revanche, ne savaient pas vraiment comment traiter Ernestine, qui n'était ni princesse ni même noble, mais qui vivait pourtant comme si elle l'était. Ils l'appelaient généralement l'amie servante de Madame Royale et la traitaient avec prudence. Elle n'était jamais incluse dans les cérémonies officielles, qui ne mettaient en avant que les enfants biologiques du roi et de la reine. Ernestine et Charlotte ont été éduquées par la gouvernante, la duchesse de Polignac, qui fut ensuite remplacée par Madame de Tocqueville. Les sous-gouvernantes, qui assuraient réellement l'enseignement quotidien des filles, étaient Angélique de Marcoux, déjà âgée, et sa fille Renée. Alors qu'Angélique était pour elle une figure grand-maternelle très aimée, Renée était toujours connue comme une disciplinarienne sévère. Et ses élèves ne l'aimaient pas beaucoup. Bien que Renée se révélerait plus tard être une figure essentielle dans la vie d'Ernestine. Pendant cette période, les 2 filles adoraient passer du temps à leur endroit préféré dans les jardins du palais. Le petit Trianon, le petit palais isolé de la reine et les amours de la reine qui s'y trouvent. Un faux village où elles apprenaient essentiellement la vie paysanne, bien que d'une manière très limitée et très optimiste. Ici, Charlotte et Ernestine auraient appris à traire les chèvres et les vaches, ramasser les œufs, cueillir des fleurs, entre autres choses. Pourtant, la nouvelle vie de famille d'Ernestine n'était pas toute rose. Son frère adoptif Joseph, le dauphin de France, qui avait le même âge que son frère biologique, souffrait de problèmes de santé car il avait la tuberculose. En conséquence, il devait porter des corsets métalliques et devait souvent se déplacer en fauteuil roulant. Malheureusement pour la famille royale, son état n'a cessé de s'aggraver, et cela s'est produit au pire moment. Le 5 mai 1789, les États généraux furent convoqués. Il s'agissait d'une réunion énorme de dignitaires et de représentants de la noblesse, de la paysannerie et du clergé pour discuter de l'impopularité du roi, de l'économie défaillante du pays, de la faim généralisée et de la mauvaise gestion de la couronne. Les temps sont tendus, c'est le moins qu'on puisse dire. Comme la santé de Joseph se détériorait, les enfants royaux furent envoyés au château de Maldonne, où l'air était plus pur. Malheureusement, le petit garçon, le brillant et intelligent dauphin, est mort le 4 juin 1789, à l'âge de 7 ans, entouré de médecins et de ses frères et sœurs, dont Ernestine, qui fut très attristée par sa mort. Néanmoins, ses parents n'eurent pas le temps de faire leur deuil. Le roi tenta de reporter les États généraux, mais le peuple était trop en colère pour l'entendre. « N'y a-t-il pas de père parmi vous » demanda-t-il. « Quand mon petit dauphin est mort, le monde n'a pas semblé le remarquer. Le peuple est devenu fou depuis ce jour-là, et je n'arrête pas de pleurer, écrivit la reine à son frère. Après la prise de la Bastille, le 14 juillet, les choses ont commencé à changer. De plus en plus de courtisans partaient en chaque jour dans la panique.
La duchesse, la gouvernante en chef de la jeune fille, fut remplacée par Madame de Tourzel. Les frères du roi sont partis et à cette époque, le père et le frère d'Ernestine ont également quitté la cour. En octobre 1789, alors qu'Ernestine avait 11 ans, les choses allaient changer définitivement. Les femmes de Paris ont marché jusqu'au palais de Versailles pour réclamer du pain pour leur famille affamée. Elles ont forcé l'entrée et tué les gardes de la reine. La reine elle-même a échappé de justesse à la mort en empruntant un passage secret, puis elle s'est précipitée dans la chambre de Charlotte et Ernestine pour les récupérer, tandis que Madame de Tocqueville prenait Charles, le fils de la reine, le nouveau dauphin. Ce qui a suivi fut la nuit la plus effrayante de la vie d'Ernestine. Toute la famille royale et leurs proches amis se sont blottis dans la salle centrale du palais, devant une foule de centaines de personnes impatientes de les tuer. Ernestine aurait entendu des coups de feu fusés par les fenêtres dans l'espoir de toucher quelqu'un. Elle aurait aussi entendu les insultes ignobles que la foule criait à propos de la reine. Après que la famille royale soit apparue plusieurs fois au balcon, la foule est devenue moins violente. Le roi accepta d'emmener sa famille à Paris, aux Tuileries, et ils étaient désormais les prisonniers du peuple. Ernestine et Charlotte allaient être restées à Paris pendant les 3 années suivantes. Et pendant cette période, Ernestine deviendrait de plus en plus anxieuse à propos de sa position incertaine. Comme sa vie dépendait de la famille royale, qui n'avait plus le contrôle sur son propre destin. Pendant son séjour à Paris, Charlotte se lia d'amitié avec Pauline de Torcelles, la fille aînée de Madame de Torcelles, qui avait 7 ans de plus et était plus sage. Et si ce n'était pas son remplaçant, la reine décida d'adopter un autre enfant pendant sa captivité. Lorsque l'huissier de Marie-Antoinette mourut en laissant 3 filles derrière lui, elle adopta la plus jeune et plaça les 2 aînées dans un pensionnat en payant leurs frais de scolarité. Il est intéressant de noter que la reine a payé l'éducation de ses filles et a tout de même donné de l'argent et un poste aux frères et sœurs d'Armand après sa trahison, mais n'a jamais prêté attention au petit frère d'Ernestine. Peut-être Ernestine ne l'a-t-elle jamais mentionné et craignait-elle que le favoriser signifie qu'on la favoriserait moins. La nouvelle fille adoptive de la reine fut nommée Zoé, d'après la plus jeune fille de Madame de Tocqueville, et elle servit de compagne de jeu au petit Charles. En juin 1791, alors qu'Ernestine avait presque 13 ans. La famille a tenté de s'échapper en utilisant ses liens avec d'autres familles royales et avec l'ancien amant de la reine, Axel von Fersen. Plusieurs décisions dures ont été prises pour faire fonctionner ce plan. Le petit Charles a été habillé en fille, ce qui lui déplaisait fortement. Zoé a été envoyée chez ses sœurs et Ernestine a été déposée chez son père à Paris. S'il y avait un endroit où l'histoire d'Ernestine devait se terminer, cela aurait été ici. Si le plan avait fonctionné, elle n'aurait peut-être jamais revu Charlotte. Cependant, le plan était défaillant. La reine avait été catégorique sur le fait de ne pas se séparer du roi et de leurs enfants, donc une énorme calèche très voyante a dû être utilisée. Les déguisements de la famille royale n'étaient pas très convaincants, et trop de personnes étaient au courant du plan. La famille royale a été arrêtée à Varennes lorsque le maître de poste local a reconnu le visage du roi Louis sur un billet de banque. De toute évidence, la tentative de fuite a été très mal vue par le public et, lorsque la calèche est revenue à Paris, elle a failli être piétinée. Les membres de la famille royale étant désormais étroitement surveillés au palais des Tuileries, mais au moins Ernestine et Charlotte étaient de nouveau réunies. Zoé, quant à elle, n'est jamais revenue et on ignore ce qu'elle est devenue. En 1792, le palais des Tuileries a été attaqué à 2 reprises. En juin 1792, des foules ont envahi le palais et tué les gardes suisses. La reine, ses dames et ses enfants ont été acculés dans une pièce avec seulement un bureau les séparant de la foule déchaînée. La foule a exigé que Marie-Antoinette porte la cocarde tricolore républicaine ainsi que son fils, le dauphin. Dans une autre pièce, le roi et sa sœur Élisabeth ont également été acculés. Madame Élisabeth a même été blessée par l'un des envahisseurs qui l'avait prise pour la reine. Le roi prononça alors un discours qui calma la foule pour l'instant, mais cela ne durerait pas.
À peine 2 mois plus tard, le 10 août, le palais des Tuileries fut de nouveau pris d'assaut lors d'un raid. Et cette fois, les personnes présentes n'étaient pas simplement là pour effrayer et insulter la famille royale. Ils reprenaient le pouvoir au gouvernement et punissaient très les membres de la famille royale. Cette fois, la reine a décidé que c'était trop dangereux pour Ernestine. La famille royale était prisonnière de l'État, mais Ernestine n'appartenait pas à la famille royale, et en plus, elle était pratiquement inconnue. Ernestine a dû dire au revoir à Charlotte, et c'est René, contre toute attente, qui l'a sauvée. René l'a emmenée sur la place principale devant les Tuileries, où c'était devenu l'enfer. Des domestiques ont été tués, ainsi que des gardes et des nobles. Les envahisseurs jetaient d'envoûter des gens par les fenêtres du palais, et Ernestine a vu tout cela. Elle craignait pour sa vie, et même si elle survivait, à quoi ressemblerait sa vie sans Charlotte et sa famille? Puis René laissa Ernestine seule 1 minute pour aller chercher une calèche, lorsque quelques habitants de la ville la remarquèrent. Ils pensèrent qu'elle était Madame Royale, parce qu'elle se ressemblait tellement, et ils lui jetèrent alors le cadavre d'un soldat qui la cloua au sol. Un commerçant, croyant lui aussi qu'elle était Madame Royale, la défendit et la libéra du cadavre qui la coinçait juste à temps, alors que la calèche de René arrivait. Heureusement, René et Ernestine ont réussi à s'échapper, mais la plupart des courtisans ont été capturés et enfermés dans des prisons autour de Paris. La mère de René, Angélique, fut finalement libérée après avoir prêté allégeance à la République, mais d'autres, comme la princesse de Lamballe, furent tard massacrés. Après le chaos du 10 août, René et sa mère se sont échappés vers leur domaine à la campagne. Il y a maintenant une certaine ambiguïté quant à l'endroit où se trouvait Ernestine à cette époque, car elle était simultanément enregistrée au palais des Tuileries à Paris. Mais lorsque son père a été décapité pour sa loyauté envers le roi, sur les documents officiels, il a déclaré que sa fille vivait toujours à la maison. Il est cependant très probable qu'après août 1792, Ernestine ait vécu avec la famille de René, comme la reine l'avait ordonné. Ce serait aussi l'option la plus sûre, étant donné à quel point Paris était dangereux. Au cours des 3 années qui ont suivi, le roi a été décapité, puis sa sœur et la reine furent à leur tour décapités. Le petit Charles, ou Louis XVII, comme l'appelaient les royalistes, est mort à l'âge de 10 ans, après un traitement atroce dans la prison de la Tour du Temple. Charlotte était la seule membre de la famille à avoir survécu. Eh bien, elle et Ernestine. En 1795, il a été déclaré que Madame Royale serait libérée dans le cadre d'un échange de prisonniers avec l'Autriche, le pays natal de sa mère. Pour l'accompagner dans son voyage à Vienne, René a été choisi, étant son ancienne gouvernante. Le ministre autrichien a également demandé si Ernestine pouvait accompagner Charlotte afin de les réunir. René répondit cependant qu'Ernestine ne pouvait pas être localisée, bien qu'Ernestine vive avec elle et ses proches. À la veille de son 17e anniversaire, Madame Royale fut libérée de la prison du Temple et accompagnée par René, 2 gardes, 2 domestiques et 2 autres personnes, ce qui suscita quelques interrogations. Une servante, Catherine de Varennes, et un garçon nommé Pierre de Saucy, prétendument le fils de René. Pourtant, René n'avait pas de fils nommé Pierre, et Catherine ne figure nulle part ailleurs que sur les passeports de la calèche. Son nom de famille est également suspect, car il fait référence à Varennes, où la famille royale a été capturée. De plus, Madame Royale a été échangée contre le maître de poste de Varennes, qui avait reconnu le roi et stoppé leur tentative de fuite. On suppose qu'Ernestine aurait pu secrètement rejoindre le groupe en tant que l'une ou l'autre de ces personnes, voire les deux. On ne peut qu'imaginer ce que Charlotte a dû ressentir en voyant l'homme qui avait anéanti les chances de survie de sa famille. Si Ernestine était présente lors de ce voyage, elle aurait retrouvé une autre vieille amie de Versailles, car Charlotte s'était vue confier Coco, le chien âgé de sa famille, qui avait lui aussi survécu à la Révolution. En 1796, Ernestine s'est rendue chez un avocat à Paris et a été déclarée légalement majeure. Elle était désormais indépendante et responsable de ses propres finances, y compris de sa pension versée par feu le roi.
Elle est restée à Paris et a épousé le propriétaire Jean-Charles Germain Proupin, qui était veuf et père de 3 enfants. Ernestine l'a épousé en 1810 à l'âge de 32 ans, relativement tard pour son époque. On ne sait pas comment Ernestine a subvenu à ses besoins pendant les 14 années entre sa déclaration de majorité et son mariage. Ernestine est décédée la veille du Nouvel An en 1813 à l'âge de 35 ans. Elle est morte près de Saint-Denis, où son frère adoptif Joseph avait été enterré. Après la restauration de la maison de Bourbon en 1814, Charlotte a mené des recherches pour savoir ce qui était arrivé à sa sœur adoptive, pour découvrir qu'elle était décédée. Bien qu'il ne s'agisse pas de ses enfants, ces 2 prochaines histoires concernent ses amis les plus proches, qui étaient tous deux comme de la famille pour Marie-Antoinette et qui, comme elle, ont connu des destins tragiques. La femme qui allait un jour accéder à une position de grande importance à la cour de France est née sous le nom de Yolande Martin Gabrielle de Polastron à Paris, le 8 septembre 1749. Elle est née dans une famille d'ancienne noblesse, mais qui avait connu des temps difficiles au cours du XVIIIe siècle à cause de dettes accumulées sur plusieurs générations. Gabrielle, comme on l'appelait couramment, a passé son enfance dans un domaine familial dans la région du Languedoc, à l'extrême sud de la France. Lorsqu'elle n'avait que 3 ans, sa mère est décédée et à ce moment-là, Gabrielle s'est été confiée aux soins d'une tante, Madame d'Andelot. Elle a reçu son éducation dans un couvent local et c'est peut-être en raison de cette éducation austère qu'elle a rejeté les attributs de la noblesse française de l'époque, comme les tenues fastueuses et les bijoux en abondance. Cela contrastait fortement avec l'environnement dans lequel elle allait se retrouver durant les années 1770 et 1780. À seulement 16 ans, Gabrielle fut promise en mariage à Jules-François Froment, comte de Polignac, qui avait 3 ans de plus qu'elle. Les Polignac étaient, tout comme les Polastron, une ancienne famille aristocratique française, mais qui avait connu des temps difficiles au cours du XVIIIe siècle. Le couple se maria le 7 juillet 1767, lorsque Gabrielle avait 18 ans et Jules en avait 21. Il était officier dans l'armée française, et ils auraient pu s'attendre à mener une vie modérément confortable si les choses avaient continué ainsi pour lui. Mais en 1775, une rencontre fatidique allait changer le cours de leur vie à jamais. En 1775, Gabrielle et son mari furent invités à la cour royale française à Versailles, près de Paris. Grâce à l'intervention de la belle-sœur de Gabrielle, Diane de Polignac, dame d'honneur à la cour auprès de la comtesse d'Artois, la belle-sœur du roi de France. Au milieu des années 1770, la cour française était centrée autour d'un nouveau couple royal. Le 10 mai 1774, un nouveau roi était monté sur le trône, Louis XVI âgé de 19 ans. Sa consort était la reine Marie-Antoinette, épouse de Louis depuis 1770, et âgée elle-même de 18 ans au moment de l'Ascension en 1774. Marie était également membre de la famille royale autrichienne des Habsbourg et la sœur du souverain actuel de l'Autriche et du Saint-Empire romain germanique, Joseph II. Le nouveau roi et la reine régnaient sur l'un des États les plus autocratiques d'Europe. Louis exerçait un pouvoir immense en tant que roi de France et le pays était gouverné par un petit groupe de bureaucrates de Versailles en association avec la noblesse française. Le Parlement français ne s'était pas réuni depuis le début du XVIIe siècle et il y avait peu ou pas de consultation avec la population au sens large lors de l'élaboration de la politique gouvernementale en France. Lorsqu'elles furent présentées devant le roi et la reine à Versailles en 1775, la reine Marie éprouva immédiatement de la sympathie pour Gabrielle. La jeune femme assez pauvre et son mari, surtout compte tenu de leur classe sociale, furent rapidement invités à s'installer à la cour de Versailles. Une opportunité qu'ils acceptèrent volontiers lorsque la reine proposa de régler leurs dettes en souffrance et de leur assurer une situation financière plus stable. Dans les mois suivants, Gabrielle et Jules gravirent rapidement les échelons à la cour de France. Elle devint rapidement la plus proche confidente de la reine, Marie-Antoinette, semblant considérer Gabrielle comme une grande sœur de substitution.
Une sorte de béquille psychologique pour une jeune femme qui avait laissé sa famille d'origine à Vienne lorsqu'elle avait été transférée en France plusieurs années auparavant. Gabrielle et Jules eurent 2 enfants, Aglaé, né en 1768, et Armand, né en 1771, lorsqu'ils arrivèrent pour la première fois à Versailles. Dans les années qui suivirent, 2 autres enfants, Jules et Camille, naquirent en 1780 et 1781. La famille devint une présence omniprésente dans la vie de cour à Versailles, constamment dans l'entourage proche du roi et de la reine. En effet, quand la gouvernante des enfants de Marie et Louis démissionna en 1782, la reine demanda à Gabrielle de reprendre le poste de gouvernante des enfants royaux. Cela ainsi que l'octroi du titre de duc et duchesse de Polignac en 1780 est une indication claire de l'élévation du statut de Gabrielle et Jules à la cour royale française. Pourtant, la vie à Versailles n'était pas totalement dépourvue de difficultés. Le roi. Le mariage du couple, bien que relativement heureux, n'était guère engagé, et il se murmure que Gabrielle et Jules auraient tous deux eu des liaisons extra-conjugales. Gabrielle aurait entretenu une longue liaison avec le capitaine des gardes royaux, Joseph Hyacinthe, comte de Vaudreuil, durant les années 1780. Plus préoccupant fut un événement survenu au milieu des années 1780, lorsque la relation entre Gabrielle et la reine devint temporairement tendue pour diverses raisons liées à la politique de cour à Versailles. Ce qu'on appelait le salon Polignac, le cercle des favoris de Gabrielle à la cour, était considéré comme étant devenu trop puissant. Un trait caractéristique de Versailles au milieu des années 1780. La reine semble désormais écouter davantage d'autres courtisans voulant limiter l'influence et le pouvoir de Gabrielle. Ainsi, dans un effort pour apaiser le mécontentement royal, Gabrielle prit des vacances temporaires loin de la cour, rendant visite à des amis aristocrates en Angleterre. L'absence semble avoir renforcé les sentiments dans ce cas, et lorsque les Polignac sont revenus en France en 1786, Gabrielle s'est rapidement retrouvée de nouveau dans les bonnes grâces de la reine Marie-Antoinette. De nouveaux honneurs leur furent attribués et de l'argent afflua chez les Polignac. Pourtant, alors que Gabrielle et son mari prospéraient à nouveau à Versailles, loin du monde isolé de la cour de France, à une quinzaine de kilomètres au nord-est, à Paris, les Polignac étaient aperçus d'une manière tout à fait différente. Alors que les difficultés économiques, les mauvaises récoltes et la désillusion politique frappèrent la capitale française dans les années 1780, la cour distante de Versailles devint l'objet de vives critiques parmi les Parisiens. En particulier, les Polignac étaient la cible d'attaques cruelles. Les critiques se concentraient sur l'extravagance présumée de la favorite de la reine dans ses dépenses à la cour, à une époque où le comportement prétentieux de l'aristocratie française suscitait une colère généralisée dans toute la France. Cette critique prit rapidement une tournure obscène lorsque des pamphlets illustrés circulèrent à Paris, dépeignant Gabrielle comme l'amante lesbienne de la reine. Ainsi, alors que la situation politique devenait de plus en plus tendue en France durant les années 1780, les Polignac faisaient l'objet de critiques particulières à Paris et au-delà. Toutes ces tensions étaient sur le point d'exploser, avec d'énormes répercussions, non seulement pour la France, mais aussi pour toute l'histoire de l'Europe moderne. Ce que l'on appelle aujourd'hui la Révolution française fut le résultat de plusieurs années d'essébonnées de mauvaise gouvernance de la part de Louis XVI et des gouvernements successifs qu'il avait nommés pour diriger la France. Dans les années 1780, plusieurs mauvaises récoltes ont fait augmenter les prix des denrées alimentaires. Un phénomène aggravé par l'augmentation de la population française, qui était passée d'environ 18 millions d'habitants en 1700 à environ 26 millions dans les années 1780. Mais par-dessus tout cela, une crise financière massive avait laissé le gouvernement français avec une dette sans précédent de 4,5 milliards de livres. Dans le but d'endiguer la crise, Louis XVI avait nommé une série de nouveaux ministres des Finances dans les années 1780, dont Jacques Necker et Charles de Calonne. Aucun d'entre eux n'a pu résoudre la situation, et les appels se multipliaient pour convoquer le Parlement français afin d'accorder une subvention financière au roi pour résoudre la crise financière. Les Polignac ont joué leur propre rôle, certes modeste dans ces affaires.
Gabrielle était une fervente partisane de la position monarchique absolutiste à la cour. Cette opinion soutenait que le roi et la reine ne devaient là pas céder au mécontentement public et devaient redonner la priorité au pouvoir de la monarchie plutôt qu'aux pressions visant à résoudre les crises en cours. Finalement, Louis dut céder pour obtenir une aide financière de la communauté politique française. En mai 1789, il prit la décision radicale de convoquer le Parlement français, connu sous le nom d'États généraux. C'était la première fois qu'un parlement était convoqué en France depuis 1614. L'objectif de Louis était de faire voter par le Parlement une importante subvention financière qui pourrait être utilisée pour faire face à la crise économique. En échange, il serait poussé à accorder des concessions politiques à l'ensemble de la communauté politique française. Le défi pour le roi et ses conseillers serait d'obtenir l'argent nécessaire tout en faisant le moins de concessions possible. Pourtant, le plan a échoué de façon spectaculaire. En quelques semaines, le pouvoir commença à glisser des mains du monarque français pour passer à celles des révolutionnaires radicaux au sein du Parlement qui, en juin 1789, déclarèrent que les États généraux étaient désormais une Assemblée nationale. La communauté politique de Paris devint de plus en plus violente durant les mois d'été, culminant le 14 juillet 1789, lorsque les foules de Paris prirent d'assaut les prisons royales, connues sous le nom de Bastille Saint-Antoine. La Révolution française allait encore s'intensifier dans les mois à venir, le roi et la reine étant effectivement placés en état d'arrestation par le nouveau gouvernement révolutionnaire. Cependant, alors que Louis et Marie étaient en détenus en France, malgré une tentative de fuite en 1791, la prise de la Bastille en juillet 1789 fut l'étincelle qui poussa les Polignac à quitter le pays. Gabrielle et sa famille sont d'abord partis pour la Suisse. Il existe de nombreuses correspondances conservées de Gabrielle à Marie-Antoinette dans les mois qui ont suivi, ce qui permet de retracer les déplacements de la famille et de constater qu'elle était restée en contact avec la reine. Il est clair que Gabrielle souffrait également d'une grave maladie à cette époque. À un certain moment, dans les années 1780, la favorite de la reine avait développé un cancer et, au moment où il vivait en Suisse, elle souffrait déjà considérablement de sa maladie. Malgré sa mauvaise santé, la famille a continué à se déplacer régulièrement au début des années 1790. Après leur séjour dans l'État alpin, les Polignac ont voyagé vers le sud jusqu'en Italie, où ils ont visité Turin, Rome, Venise et plusieurs autres grandes villes. Cependant, leur destination finale était l'Autriche. En 1791, ils étaient à Vienne, où les Polignac ont vraisemblablement reçu un accueil très cordial de la part de la grande famille Habsbourg de Marie-Antoinette. Leur voyage à Vienne était sûrement dû à la conviction que si Marie et Louis étaient libérés par le gouvernement révolutionnaire en France, ils se rendraient eux-mêmes dans la patrie de la reine. Mais cela n'arriverait jamais. En France, Louis avait tenté de faire intervenir les autres puissances européennes pour rétablir la monarchie contre le gouvernement révolutionnaire. Finalement, la monarchie absolue fut abolie à la fin de 1792 à la suite de ces actions. Louis fut reconnu coupable de haute trahison et exécuté par la guillotine le 21 janvier 1793. Le procès de Marie commença en octobre suivant. Seulement 2 jours plus tard, elle fut condamnée et elle aussi exécutée le 16 octobre 1793 à Paris. La mort de Gabrielle suivit quelques semaines plus tard, mais dans des circonstances très différentes. Elle est morte le 9 décembre 1793 à Vienne, très probablement à cause du cancer dont elle souffrait depuis un certain temps. Cependant, sa famille affirmait à l'époque qu'elle était morte de chagrin en apprenant l'exécution de Marie-Antoinette. La vie de Gabrielle est devenue le centre de mythes et de légendes à la cour française de Versailles à la veille de la Révolution française. Il ne fait guère de doute que la cour, à cette époque, portait une grande responsabilité dans son comportement grandiose, alors que le peuple français souffrait des mauvaises récoltes et de la crise financière. Mais alors que les Polignac devinrent la cible de critiques dans les cercles politiques à Paris dans les années 1780, en conséquence, il existe peu de preuves concrètes permettant de suggérer que Gabrielle était plus immorale dans sa conduite que n'importe lequel de ses contemporains à Versailles.
En tant que telle, notre vision d'elle comme l'incarnation du comportement incompétent de l'aristocratie française à la fin de l'Ancien Régime est quelque peu injuste. Yolande Martin Gabrielle de Polastron, duchesse de Polignac, était le produit de la culture de cour de la France moderne naissante et un exemple tout à fait typique de cette même culture. La princesse est née Marie-Thérèse, Louise de Savoie-Carignan à Turin, en Italie, le 8 septembre 1749. Elle était la fille de Louis-Victor de Carignan et de la landgrave Christine de Hesse-Rheinfels-Rothenburg, tous deux issus de la royauté européenne. On disait qu'elle avait une jolie tête, avec une chevelure blonde luxuriante qui, une fois libérée de ses attaches, tombait jusqu'à ses pieds. La princesse venait d'une famille extrêmement riche et était très bien éduquée. Elle parlait plusieurs langues et était très cultivée. Elle aimait lire de la poésie italienne ainsi que des livres d'auteurs populaires comme Machiavel et Dante. La lecture était l'un de ses passe-temps favoris et elle avait investi dans sa propre bibliothèque personnelle très fournie. Sa remarquable éducation et la richesse de sa famille faisaient d'elle un excellent parti. En 1767, le duc de Penthièvre avait demandé à Louis XVI de l'aider à trouver une épouse convenable pour son fils, le prince de Lamballe. Le roi accepta et lui suggéra de porter son attention sur la princesse de Savoie. Le prince de Lamballe se vit présenter un portrait de la princesse et, à seulement 17 ans, son destin fut scellé. Elle arriva en France le 30 janvier à Montereau et fut accueillie par un jeune homme à l'air curieux, tenant un magnifique bouquet de fleurs. D'abord confuse, la princesse comprit rapidement qu'il s'agissait de son futur mari. Ils se marièrent plus tard le même jour dans la chapelle du château de Nangis, au domicile du comte de Guercy. Cependant, le mariage fut de courte durée. La princesse de Lamballe avait montré à son mari amour et affection, et au début, il semblait heureux en mariage. Mais la cour de Versailles était célèbre pour ses scandales, et il ne fallut pas longtemps avant que la princesse ne se retrouve au centre d'un autre. La princesse fut présentée à la cour de Versailles, où elle gagna les faveurs de la cour, mais la relation entre elle et son mari se détériora rapidement. Le prince avait entretenu une relation adultère avec 2 actrices, et Marie fut dévastée par la trahison de son mari. Son beau-père la consola, mais après 1 an de mariage, elle fut frappée par un chagrin encore plus grand lorsque son mari mourut en 1768 d'une maladie vénérienne avant d'atteindre l'âge de 21 ans. Elle avait réussi à pardonner les fautes de son mari et s'était occupée de lui avec tendresse jusqu'à sa mort. La princesse commença sa nouvelle vie en s'installant définitivement à Rambouillet, près de Versailles, où son beau-père résidait en tant que duc de Penthièvre. Le duc s'était attaché à la princesse et la considérait comme sa propre fille. Il lui recommanda de faire vœu de chasteté et de devenir religieuse. Bien qu'elle ne soit jamais devenue religieuse, elle choisit de rester fidèle à son mari toute sa vie. Après avoir hérité de la fortune de son mari, elle rejoignit son beau-père pour achever ses nombreuses œuvres de charité. Le duc devint connu sous le nom de roi des pauvres et Marie de Lamballe gagna le surnom d'Ange de Penthièvre. Elle finit par se remettre de son chagrin, bien qu'elle ait continué à être sujette à une série de moments mélancoliques qui s'aggraveraient progressivement avec l'âge. En 1770, le dauphin Louis épousa Marie-Antoinette, la fille de Maria Thérèse, l'impératrice d'Autriche. Louis monta sur le trône seulement 4 ans plus tard, en 1774 devenant le roi Louis XVI. Après avoir vécu à la cour pendant un certain temps, la relation entre Marie-Antoinette et la princesse de Lamballe commença à s'épanouir. Marie-Antoinette avait trouvé sa nouvelle confidente en la princesse, et l'année suivante, en 1775, elle fut également proclamée surintendante de la maison de la reine. La princesse de Lamballe accompagnait la reine lors de nombreuses excursions et à beaucoup de ses fêtes. Le duc de Penthièvre succomba au mode de vie du roi et de la reine et commença même à exprimer son intérêt pour recevoir des membres de la royauté internationale. Il reçut ensuite le prince héritier de Suède et le roi du Danemark, avec la princesse de Lamballe jouant le rôle d'hôtesse.
La cour de Versailles accueillait de nombreux bals et fêtes, devenant tristement célèbre pour son mode de vie somptueux et sa soif de tout ce qui était extravagant. Après tout, Louis XIV avait presque ruiné tout l'État lorsqu'il fit appel au célèbre architecte paysagiste français André Le Nôtre pour redessiner les 2000 acres de Versailles. En raison de la situation monétaire de la France, le roi Louis XVI engagea Anne-Robert-Jacques Turgot pour reprendre en main les finances du pays. Turgot avait pour mission d'offrir à la population une liberté et une prospérité financière. Il écrivit une lettre au roi Louis dans laquelle il affirmait qu'il ne voulait ni banqueroute, ni augmentation des impôts, ni emprunt. Turgot lui-même était favorable à la monarchie, tant que celle-ci œuvrait au service du peuple. Avec ces nouvelles lois et réglementations entrant en vigueur, le roi Louis XVI avait dû amener les États de Bretagne à une conformité plus stricte, car la région fonctionnait auparavant comme un État quelque peu autonome. Pour ce faire, le roi avait besoin d'un diplomate fiable pour apaiser toute réaction négative ou tout sentiment anti-monarchiste. Ainsi, il fit appel au duc de Penthièvre, qu'il considérait comme l'homme idéal pour cette tâche. La princesse de Lamballe l'accompagna à Rennes le 17 décembre 1774. Leur aventure dans la région fut un immense succès, et la princesse elle-même avait réussi à gagner le cœur de la population locale. La princesse de Lamballe était absente de la cour de Versailles depuis 2 mois, et la reine Marie attendait avec impatience son retour. Ayant appris avec joie que la princesse rentrait chez elle quelques jours plus tôt que prévu, la reine avait demandé à la princesse de se rendre directement à Versailles. À l'arrivée de la princesse de Lamballe à Versailles, elle fut surprise de voir que la reine avait fait peindre son portrait sur une vitre placée dans la pièce où la reine passait le plus clair de son temps. Pourtant, après avoir passé beaucoup de son temps libre avec la reine, les pensées de la princesse commencèrent à s'égarer et ses intérêts à se porter ailleurs. Les Parisiens adoraient tout ce qui était surnaturel. Leur penchant pour le superstitieux et le paranormal avait commencé bien avant la naissance de la princesse, mais la fascination n'avait cessé de croître. Le comte de Saint-Germain avait captivé la population, affirmant avoir vécu pendant des siècles et avoir rencontré Jésus-Christ lui-même. Le baron du Popéi de Sennevoix avait introduit l'étude du magnétisme animal. Élie Eliphas Lévy était un sage distingué, et Alexis Vincent Charles Barbier, le Terre-Neuve du temps, était devenu célèbre en tant que démonologue renommé. La princesse de Lamballe avait également été captivée par le surnaturel, correspondant même avec la cartomancienne Madame Lenormand, ainsi qu'avec l'astrologue et voyante Madame Williams, qui était d'origine galloise. Bien qu'une grande partie de sa vie privée reste un mystère, on sait que la princesse s'est intéressée à la franc-maçonnerie. En 1777, elle est devenue membre de la loge de Crandeur et est devenue l'un des membres les plus prestigieux du pays. Et en 1781, elle a assumé le rôle de grande maîtresse de la mère loge des Causaises d'adoption. En 1775, une révolte massive a éclaté. La récolte du pays avait produit un volume de céréales incroyablement faible et le pays s'est rapidement retrouvé en situation de pénurie alimentaire, incapable de nourrir la population. Les gens ont commencé à blâmer la monarchie, affirmant qu'elle avait délibérément gardé les réserves pour elle-même et le peuple a commencé à se révolter. Le pays sombrait dans la panique, les pilleurs étaient de nombreux et les agriculteurs étaient pris en otage par les pilleurs qui les forçaient à vendre leurs grains à des prix beaucoup plus bas. Tout au long des mois d'avril et de mai, les émeutiers ont semé le chaos dans ce qui est devenu connu sous le nom de la guerre des farines. La tragédie a de nouveau frappé la princesse lorsqu'en 1778, elle a perdu ses 2 parents. En 1785, la population française est devenue de plus en plus hostile envers le trône et le mode de vie somptueux qu'il menait, alors qu'une grande partie de la France souffrait d'une pauvreté extrême. Le peuple avait besoin de trouver une excuse à chaque malheur possible, et il l'a trouvée en Marie-Antoinette. Elle est devenue une figure publique de la haine.
Les années de 1786 à 1789 restèrent sans tragédie pour la princesse, et dans une lettre écrite par Horace Walpole, il est saudi que la princesse fit une visite en Angleterre à la mi-1787. La situation en France, cependant, ne s'améliorait pas. Le roi s'intéressait davantage à ses collections personnelles qu'à prendre des décisions pour diriger le pays. Et la reine était plus encline à dépenser de grosses sommes d'argent en diamants et autres biens de luxe, ainsi qu'à accumuler de nombreuses dettes de jeu impayées. Le 5 mai 1789, le roi Louis XVI convoqua les États généraux à Versailles, qui ne s'étaient là pas réunis depuis 1614. Il convoqua cette réunion pour introduire une nouvelle loi fiscale qui imposerait un taux d'imposition plus élevé aux propriétaires terriens et aux riches nobles. La classe moyenne présente à la Réunion, qui comprenait des avocats et des enseignants, avait réclamé une constitution. Le roi était indigné. Il estimait que la monarchie devait conserver un pouvoir absolu, sans aucune règle ni gouvernement pour lui retirer son autorité. Les participants à la réunion des États généraux avaient prêté serment sur le court de tennis voisin le 20 juin 1789, déclarant qu'ils ne rentreraient pas chez eux tant que le roi n'aurait pas accepté de créer une constitution. Le 27 juin, ils ont formé leur propre parlement, qu'ils ont appelé l'Assemblée nationale. Des nobles et des membres du clergé ont aussi rejoint le nouveau parlement. Le roi était en colère, mais le peuple aussi. Le prix du pain restait élevé et beaucoup de gens avaient encore faim. Le roi refusa d'accepter l'Assemblée nationale et renvoya même un ministre connu pour œuvrer en faveur des pauvres. Complètement indignés, des milliers d'habitants se sont rassemblés pour protester et ont pris d'assaut la forteresse de la Bastille. Face aux quelques 8000 manifestants, les hommes du roi n'ont rien fait pour empêcher la prise de la forteresse. Le gouverneur de la Bastille a remis les clés aux manifestants, mais il était trop tard pour leur témoigner de la sympathie désormais. C'était un homme qui avait contribué à enfermer des centaines de prisonniers qui s'étaient opposés au roi. Les manifestants tenaient leur homme et, dans un accès de rage, procédèrent à la décapitation du gouverneur. C'était la première fois que les paysans de France s'étaient révoltés contre le pouvoir absolu du roi et avaient le gagné. Encouragés par leur victoire, les manifestations devenaient de plus en plus violentes, et Louis savait qu'il avait perdu Paris. Toute idée de tenter de reprendre la Bastille par la force fut rapidement écartée. Des rumeurs circulaient selon lesquelles le roi Louis comptait utiliser la force militaire pour dissoudre l'Assemblée nationale. En octobre, la famille royale fut emmenée au palais des Tuileries, où le peuple pouvait surveiller les actions du roi. Toujours aussi rebelles, le roi et la famille royale tentèrent de s'échapper de France. Le plan était de rejoindre l'Autriche et d'obtenir de l'aide du frère de Marie-Antoinette, qui était maintenant l'empereur d'Autriche. En juin 1791, ils tentèrent leur chance mais furent arrêtés à Varennes et ramenés à Paris dans leur carrosse. En 1791, la princesse de Lamballe avait réussi à éviter d'être capturée et s'était rendue une nouvelle fois en Angleterre, lors d'une visite à Blenheim, Oxford et Bath. Mais cette fois-ci, il semble qu'elle était en quête de protection. Marie-Antoinette avait déjà envoyé des messages pour demander de l'aide, mais il semble que la princesse soit venue en personne afin de s'assurer que la gravité de la situation imminente soit bien comprise. La reine d'Angleterre a accueilli la princesse avec beaucoup d'affection et avec un immense plaisir. Mais lorsqu'elle a demandé de l'aide au roi George III, il a refusé, lui disant que la famille royale française avait provoqué ses propres malheurs. Le roi de France a écrit à la princesse pour lui dire de ne pas revenir, car la situation était devenue trop terrible. Elle a répondu en disant « La reine a besoin de moi et je dois vivre ou mourir à ses côtés ». Elle rédigea son testament à Aix-la-Chapelle, qui incluait même ses chiens bien-aimés, puis elle retourna en France pour rester aux côtés de la reine. L'Assemblée nationale comptait parmi ses membres quelques sympathisants royalistes et Marie-Antoinette tenait des réunions secrètes avec eux à Versailles alors que la famille avait été ramenée à Paris. La princesse de Lamballe, connue pour être la confidente de la reine, était également soupçonnée par le peuple d'entretenir des relations sympathiques avec les Autrichiens.
Le 10 août 1792, la monarchie fut officiellement renversée et la princesse fut emprisonnée à la prison du Temple aux côtés de Marie-Antoinette. Elle fut ensuite transférée à la prison de la Force le 19 août. On ordonna à la princesse de prêter serment pour dénoncer la monarchie et sa meilleure amie en tant que reine de France, mais elle refusa. Le 3 septembre, elle subit sa punition brutale. Elle fut traînée hors de la prison après un court procès et frappée à de nombreuses reprises par les armes brandies par la foule en colère qui l'attendait. Elle tomba à genoux après avoir été frappée à la tête et mourut. Son sang jaillit sur sa robe. Elle fut ensuite frappée violemment à la tête, ce qui la rendit inconsciente, puis la foule déshabilla son corps et commença à le mutiler jusqu'à ce qu'elle ne soit plus reconnaissable. Après ces scènes horribles et tragiques, sa tête fut coupée et plantée sur une pique, puis la foule l'exhiba ensuite devant la cellule de Marie-Antoinette. Ses œuvres charitables et bienveillantes n'avaient décompté pour rien. Elle était une amie de la monarchie et elle ne devait pas être traitée différemment. Au moment de sa mort, elle avait 42 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les enfants de Marie-Antoinette et ses amis. J'espère qu'elle vous a intéressé. Dites-moi ce que vous avez pensé de leur vie dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les laisser aussi dans les commentaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ce serait super si vous vous abonniez, et j'espère que vous activerez les notifications pour recevoir toutes mes vidéos dès que je les mets en ligne. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve dans la prochaine vie oubliée. Merci.